Écoutez, l'un des faits importants de l'Afrique contemporaine, c'est l'avancée du processus électoral. On a assisté à une quinzaine d'élections l'année dernière, une quinzaine il y a 2 ans. L'élection est aujourd'hui un événement majeur dans l'avancée des processus démocratiques. Mais pas de la même manière dans deux régions de l'Afrique. En Afrique de l'Ouest, depuis le début des années 2000, l'élection permet une alternance politique. Le cas le plus exemplaire, le plus souvent cité, c'est le cas du Sénégal, où le précédent président a été battu, ça a été Abdou Diouf, ensuite ça a été Abdoulaye Wade. Euh, c'est un phénomène important, ce processus d'alternance, cette volonté de la population de choisir un autre leader. Ça s'est trouvé confirmé, ce processus, dans d'autres cas, le cas du Nigeria, le cas récent du Ghana, où Nana Akufo-Addo a battu le président de la République sortant, et puis fait emblématique, la Gambie, où là on a assisté, avec l'appui des puissances extérieures, à une alternance politique où le président dictateur Jammeh est obligé de partir du pouvoir. Donc là, on a une situation, disons, relativement vertueuse au regard de nos critères de ce qu'est une bonne élection, bien préparée, bien organisée, avec l'acceptation du résultat, et aussi l'acceptation du statut de l'opposition, ce qui est un élément important dans un processus démocratique. En revanche, en Afrique centrale, on a une situation complètement différente, complètement bloquée, où en quelque sorte l'élection vient conforter les rentes de situation d'un certain nombre de leaders qui sont installés depuis 35 ans pour Paul Biya, 31 ans pour Museveni, le président de l'Ouganda, 37 ans pour le président de la Guinée équatoriale, quand même incroyable. Le Gabon, la famille Bongo est au pouvoir depuis 50 ans, père et fils. Paul Kagame est là pour 17 ans et on ne sait pas pour combien de temps. 27 ans pour Idriss Déby au Tchad. On a des situations complètement différentes et qui sont difficilement acceptables puisqu'on a des gérontocrates qui confortent leur pouvoir, distribuent des prébendes et jouissent d'une rente politique avec une absence d'alternance, et une absence d'alternance qui se confirme lorsque des opposants sont mis en prison, ou lorsque, lors de la préparation des processus électoraux, on coupe Internet, donc toute possibilité d'expression. Donc c'est une situation qui est totalement différente dans un cas comme dans l'autre, qui tient probablement à la faible maturité de la société civile dans le contexte des pays d'Afrique centrale et à l'incapacité de l'opposition à franchir un certain nombre d'étapes. Il y a 3 scrutins prochains qui sont importants pour observer l'évolution de ce qu'on pourrait appeler la démocratie électorale. Évidemment, la République démocratique du Congo. On s'interroge de savoir si les élections vont enfin pouvoir être organisées à la fin de cette année, en décembre, au mois de décembre, comme c'est prévu, alors que ça a été reporté plusieurs fois. Est-ce que Kabila, qui est là depuis belle lurette, depuis une quinzaine d'années, qui a succédé à son père, là encore un fonctionnement dynastique, va lâcher le pouvoir, mais ça dépend vraiment de l'opposition qui a beaucoup de mal à se structurer. Un autre scrutin plus proche, c'est celui du Kenya, dont on parle peu, mais c'est un pays extrêmement important. C'est important parce que le Kenya s'était singularisé depuis le début des années 2000 par une forte implication de la société civile dans les processus électoraux. J'ai été ambassadeur au Kenya et quand j'ai suivi les élections début 2000, il y avait dans chaque bureau de vote des représentants de la société civile qui, avec téléphone portable, doublaient le circuit d'information, dénonçaient d'éventuels abus ou dysfonctionnements et ont pu conforter les résultats. Donc il y a un jeu particulier, mais il y a un autre jeu particulier, c'est que la dimension ethnique, qui est moins forte dans d'autres pays, là est très forte, puisque Uhuru Kenyatta s'appuie sur son ethnie de base, qui sont les Kikuyu, avec une association avec les Kalenjin, et Raila Odinga, son opposant, s'appuie sur une dizaine de groupes ethniques parfaitement identifiés. Donc là, on a une situation qu'il faudra observer de près au mois d'août. Et puis enfin, un troisième cas, c'est évidemment l'Afrique du Sud. Vous avez un président qui est dénoncé par l'opinion publique, dénoncé au sein de son propre parti pour des faits de corruption, d'abus de pouvoir, de conflits d'intérêts. Enfin, et l'image de l'ANC, qui était une image que nous, militants de la cause anti-impérialiste, disons, au sein de l'IRIS, nous avons appuyé cette cause. Il y a une certaine déception de voir
l'ANC, l'organisation qui a plus de 100 ans, qui portait ce projet anti-apartheid, se disloquer et être victime de toute une série d'affaires. Et Jacob Zuma, dont le mandat normalement arrive en 2019, s'il arrive à tenir, essaye de placer son ex-épouse dans le dispositif. C'est quand même des choses qui sont difficilement acceptables. Pour conclure, si vous voulez, on observe deux choses à peu près globales. C'est que les processus électoraux donnent de bons résultats en termes d'approfondissement de la démocratie lorsque la société civile devient mature et est capable de constituer un contre-pouvoir, de faciliter l'information des citoyens et de lutter contre des abus. Et donc là, on a des situations très difficiles, très différentes selon ce degré de maturité, très fort au Sénégal, très faible dans les pays d'Afrique centrale, par exemple. Et puis l'autre élément important, auquel il faut porter attention, c'est la décentralisation progressive du pouvoir. C'est-à-dire qu'on assiste à l'émergence de pouvoirs à l'échelle régionale ou territoriale, locales, et qui sont en certaines manières, dans certains cas, en mesure de pouvoir répondre aux aspirations de la population, ou mieux être, délivrer un certain nombre de services de base. Et peut-être que c'est là aussi que se construit une certaine forme de démocratie à une échelle qui est plus micro, hein, qui a moins d'ambition au niveau national, mais qui permettra à la jeunesse de se retrouver, société civile et renforcement des pouvoirs locaux. C'est là-dessus, je pense qu'il faut que nous parions pour l'avenir.